Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Merci beaucoup à Abdel Benchama d'être ici avec moi pour faire cette interview. Excusez mon français un peu sous-développé, mais je vais essayer de mon mieux pour parler avec toi. Toi, tu as été l'année dernière, tu étais lauréaté avec le prix Le Drawing Now Paris. Et je suis très heureux que nous pouvons parler sur la qualité et la structure du dessin, parce que, à mon avis, c'est un peu un mélange de dessiner sur papier, un mélange des dimensions, un mélange des interventions dans l'espace. Et peut-être tu peux expliquer un peu ta philosophie de dessiner. Quand est-ce que tu as décidé de te limiter, de te fixer sur le dessin comme artiste et ne pas utiliser les vidéos ou la peinture? C'était à l'académie à Montpellier ou à Paris ou... Déjà, j'ai toujours dessiné aux Beaux-Arts, ça a toujours été parallèle soit à d'autres pratiques ou soit vraiment à la pratique centrale. Donc aux Beaux-Arts, j'ai beaucoup de travail de peinture par exemple. Donc le dessin était toujours là. Et ensuite, voilà, disons que ça cohabite avec de la sculpture, du texte, de l'écriture. Et donc pour moi, c'est vraiment une base qui contient en fait peut-être toutes ces pratiques. Et en fait, assez naturellement, après le diplôme, j'ai décidé de travailler sur ça. Et c'était aussi, je pense, comme quelque chose de vital. C'est-à-dire lorsqu'on termine l'enseignement, il y a toujours une période un peu difficile. Et en fait, on revient à la chose la plus importante qui restera tout le temps, c'est-à-dire des dessins sur des carnets, des choses qu'on peut faire tout seul, chez soi ou dans des cafés. Et ensuite, lors des premières expositions, je crois que tout de suite, j'ai eu envie de sortir du papier et de m'amuser aussi un petit peu avec l'espace, à dessiner sur les murs. En fait, ça s'est fait vraiment assez naturellement. Ça, c'est un développement logique, on peut se dire, oui. Ça va le son? Parce que j'ai l'impression que je m'entends. C'est bien. Mais normalement, le dessiner, ça veut dire de se limiter à une différence entre le noir, du crayon ou le feutre, etc., et le blanc du papier ou du mur. C'est une décision d'éliminer la couleur un peu. Je me souviens d'autres artistes comme William Kentridge ou Robert Longo ou je sais pas, Marcel van Eden qui ont presque fait des choses pareilles mais d'une différente philosophie bien sûr, mais avec la couleur. Alors le noir et blanc, avant je travaillais beaucoup plus en couleur et je pense qu'à un moment donné j'ai eu envie aussi de casser une pratique où je faisais beaucoup de peinture, d'aquarelle qui était beaucoup autour de la matière. Et en fait, je tournais un petit peu en rond, donc j'ai eu envie de tout arrêter. Et du coup, c'est une période où je me suis mis beaucoup à lire et à écrire. En fait. Donc j'avais banni le dessin et la peinture. Donc je lisais des choses assez différentes. Des choses plutôt qui étaient enseignées aux Beaux-Arts. Paul Virilio, Baudrillard, Kafka, Beckett, Dandelilo, Brian-Boru notamment. Et donc en fait j'avais un petit travail d'écriture inspiré aussi par ces écrivains, enfin, qui étaient modestes. Et ensuite j'ai tenté d'introduire dans ce travail d'écriture du dessin, mais qui serait vraiment du dessin très simplifié, comme des notes mentales qui allaient jouer avec les textes, ou les contredire, ou jouer avec des superpositions de textes qui devenaient des masses graphiques. Et donc le dessin est revenu comme ça de manière très schématisée, noir et blanc, un peu un dessin sans affect, comme des dessins qui expliqueraient comme des dessins, comme des schémas. Parce qu'on achète un meuble, on a des petits schémas à côté qui expliquent comment monter. Donc c'était volontairement un dessin très minimaliste et qui allait toujours servir une idée en fait, être au service d'une idée. Donc en fait le noir et blanc est né un peu comme ça, comme une économie, comme quelque chose de très simple. Donc j'avais une règle que j'essayais d'appliquer, c'est-à-dire je prenais une feuille, et je prenais mon stylo et je faisais pas d'esquisse, donc je dessinais mon idée sur le papier. C'était une sorte de dessin-écriture. Et ensuite, je pense que j'ai gardé
un peu ce rapport-là. Et je pense qu'en fait, la couleur devient très vite décorative pour moi. Je ne sais jamais vraiment comment l'intégrer, quel est un intérêt en fait. Donc, ensuite, j'ai des séries qui sont un peu plus en couleur, comme les... Je vais essayer de remettre ça. Voilà. Des séries qui sont inspirées notamment des marbres de basilic. Je pense qu'elles ne sont pas dans le diaporama, mais on peut en apercevoir une dans cette expo qui était au Carré Saint-Anne à Montpellier, qui du coup... au fond. Ah bon, c'est pas très visible, c'est pas grave. Mais en fait, c'est des grands dessins qui sont réalisés au marqueur noir ou coloré, et qui rappellent soit des coupes géologiques, soit des coupes de cerveau. En fait, ça fonctionne un peu comme le Rorschach, c'est-à-dire chacun va voir des choses assez différentes. Voilà, c'est celui-ci. Bon, ça se voit pas, mais normalement, il est très coloré. Enfin, très coloré peut-être pour moi. Mais voilà, tout le fond, normalement, est cuivré. Enfin, voilà, bref. Mais donc là, récemment, j'ai continué ce travail, mais qui part vraiment plus vers la peinture. Donc j'aime bien aussi que le dessin crée des liens comme ça. C'est-à-dire que, on va dire, c'est essentiellement ma pratique, mais le dessin va aller vers la fresque, vers la sculpture, vers l'installation, vers la peinture. Voilà, c'est comme faire cohabiter des médiums ou des contredits. Ah oui, oui, on peut voir une extension du dessin. Oui, exactement. Pour élargir l'espace du dessin, pour ainsi dire. Ça me souvient un peu de mon voyage à Paris ce matin en avion, parce que sur les ailes des avions, on peut toujours lire « ne pas marcher à l'extérieur de l'encadrement ». Et c'est pour moi l'encadrement, un peu toutes les feuilles de papier rectangulaires, ou bien aussi quel carnet. À mon avis, le carnet est encore très important pour toi, parce qu'ici, c'est moi qui peux voir ça, il y a des textes, il y a les réflexions et aussi des petits commentaires visuels. Mais comment venir d'un carnet ou d'un feuille de papier limité, minimaliste, à une telle extension dans l'espace, dans les espaces des maisons, des musées ou des autres espaces des galeries, comme actuellement à Dubaï ou bien il y a une année au Drawing Center à New York. Comment transférer l'esprit de ton art dans cette dimension presque baroque ou, Oui. Mais je ne sais pas trop quoi dire. En fait, souvent, je vais prendre le temps d'exposition comme un temps un peu d'atelier, donc des fois ça va se passer bien, d'autres fois ça va mal se passer avec le lieu, parce qu'à un moment donné c'est un peu angoissant, parce qu'on sait pas, ils savent pas comment ça va se terminer. Mais en fait j'installe des tables, je m'installe, j'ai mon casque, j'ai ma musique, et en fait je travaille un peu comme dans mon atelier, sauf que je travaille sur les murs. Et je pense que le fait que ce soit provisoire, ça m'allège aussi quelque part, c'est que je me dis, en fait, c'est pas si grave, tout va être repeint, tout va disparaître après. Donc peut-être il y a quelque chose aussi de l'ordre un peu de trouver aussi de retrouver une forme de plaisir. Je pense que c'est peut-être ce que je préfère le plus, ça va être ce temps de montage où je vais dessiner sur les murs, où je vais tester des choses. Pour moi c'est vraiment très proche du travail d'atelier en fait, je vois pas vraiment de distinction. Ouais. Bon, c'est sûr que dans l'atelier je vais passer plus de temps assis sur des petits formats, mais je pense que je sais plus qui disait que des peintres, dessinateurs devaient trouver des formats qui leur allaient, en fait, des formats où... Et en fait, certaines fois, des grands formats sont peut-être plus faciles parce que le corps est sollicité, on peut faire plus des gestes plus grands, on sort de cette retenue du papier, de cette peur de se tromper, des choses trop précises qui sont un peu enfermantes à un moment donné. Donc on retrouve peut-être un truc de l'ordre du jeu dans le grand format, dans le mural. Est-ce qu'on peut corriger encore avec une geste faite avec, je ne sais pas, le feutre ou autre truc en fait, j'ai plusieurs types de travaux. Des fois, sur papier, ça va être extrêmement précis, comme pour les grands formats qui sont passés tout à l'heure. Voilà, comme pour ceux-là, ou pour des grands dessins. Mais pour des muraux comme ça, il n'y a pas vraiment d'erreur, en fait, parce que je joue aussi déjà avec les erreurs du mur, par exemple. Je vais jouer avec les traces de travaux. C'est-à-dire que le musée, en fait, a accueilli bien sûr d'autres expos avant.
Donc il y a des traces de plâtre qui sont différentes, des vis, des enduits. Et en fait, je m'amuse aussi à les faire réapparaître avec le fusain. Donc du coup, je joue aussi avec les erreurs du lieu, même si le lieu n'est pas parfait, tout ça. Donc je pense que pour ce genre de dessin, il n'y a pas vraiment de risque d'erreur, parce que, comme vous disiez, il y a quelque chose un peu plus baroque, un peu plus lyrique. Et après, l'erreur fait partie aussi du processus. Certaines fois, il peut y avoir des coulures ou des... C'est un processus dynamique. Et voilà. Oui, au Drawing Center, il y avait des coulures que je voulais pas, donc il y a des endroits où il y a des coulures. Mais il y a quelque chose de précis, en même temps, il y a quelque chose aussi de pas si précis, où l'accident n'est voilà. Oui, où l'accident n'est pas si grave, en fait. Mais normalement, avec cette installation, cette intervention, quand l'exposition est finie, tu dois détruire tout ça. Oui, bon, heureusement, c'est pas moi qui le détruis. Oui, parce que c'est un acte horrible peut-être. Il faut documenter bien ça, mais photographier, mais après ça, on ne peut pas transférer les... Non, mais bon, il y a des choses sur papier, bien sûr, qui restent, mais je crois que j'aime aussi que des choses comme ça ne restent pas. En fait, ça permet aussi peut-être de se dire, ok, quel est le prochain projet, quel type de mural on va faire. Je pense que ça permet aussi de rester dans une dynamique. Bon, au Drawing Center, je serais un peu triste, je pense qu'ils vont le repeindre, celui-ci, qui est à New York en ce moment, et d'ailleurs, ils devaient l'effacer là, ces jours-ci. Donc j'ai écrit hier leur demandant s'ils avaient commencé à l'effacer, pour qu'ils fassent des photos pour moi. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils le gardaient jusqu'en septembre, en fait. Donc il va vivre encore quelques mois. Oh. Mais après, voilà, ça dépend des projets, ça dépend des muraux. Il y a certains, on est plus attachés que d'autres. Mais un peu, c'est aussi le contraire du marché de l'art, parce qu'à la foire, il faut produire des choses sur papier pour vendre, et ici, c'est des choses éphémères et d'une autre qualité. Et je me souviens de l'artiste Marcel van Eden qui a, je ne sais pas, il y a quelques années, il a essayé de faire de la peinture. Il a travaillé avec des toiles pour faire des dessins sur toile. Mais il a fini avec ça. Je pense que c'était une idée peut-être de son galerie, je ne sais pas. Mais ce n'était pas un grand échec. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Il y a toujours des tendances aussi de monter du papier, des feuilles de papier sur un cadre, quelque chose comme ça, parce que quelques collecteurs voulaient avoir des grands immeubles, c'est-à-dire des grandes machines. Et du coup, Marcel Eden a fait quoi? Il avait des travaux sur peinture ici, oui. C'est ça? Mais tu trouvais moins intéressant ou... Oui, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses comme ça déjà? Sur toile? Non, mais en fait, c'est peut-être une sorte de fantasme aussi de peinture. Je pense moi, certaines fois, ça m'attire. J'aimerais bien faire des travaux, pas pour quelque chose de l'ordre du marché, mais je pense qu'on a toujours aussi envie d'explorer d'autres choses, comme faire un film d'animation à partir des dessins, faire une bande dessinée, faire des toiles. Mais on se demande toujours quel lien on peut trouver, en fait, effectivement. C'est peut-être ça qui est dur, c'est comment changer de médium sans forcément faire un truc complètement différent. Oui, logique. Oui, ouais. Je ne veux pas seulement parler avec toi sur la technique. Bien sûr, c'est très important d'utiliser l'encre, les crayons, etc. Charbon, je ne sais pas, c'est charbon? Non. Fusain. Mais c'est des techniques assez simples, en fait, souvent. Ça, c'est des rotrings sur des photogravures de Gustave Doré sur lesquelles je redessine. Ah. Ensuite, il y a beaucoup de marqueurs, les dessins inspirés des marbres, la série s'appelle Paris-Dolly, c'est des marqueurs, des stylos, des fusains. En fait, de l'encre de Chine, c'est des outils assez simples, en fait. Et bien sûr, c'est aussi les idées, le contenu, le sujet qui m'intéresse, ou vous intéresse bien sûr aussi. Il y a quelque chose qui me semble être un peu surréaliste, et des choses aussi un peu sur le sujet de la violence, de la destruction, de l'explosion, de l'irritation, de démolir des formes ou des idées ou des images, je ne sais pas, ou des déformer comme dans le surréalisme, je ne sais pas, c'est quelque chose qui t'intéresse ou...
Alors, je pense pas beaucoup à des choses de destruction, même si je peux comprendre qu'il y ait quelque chose un peu... qui peut, souvent, on me qualifie d'apocalyptique ou de post-apocalyptique. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, moi, je le vois pas forcément comme ça, mais il y a une sorte d'atmosphère un peu plutôt mélancolique, on va dire, autour des dessins. Mais ça serait plutôt des choses autour du processus de transformation. Donc s'il y a destruction, pour moi, ça fait quand même partie d'un processus, c'est-à-dire qu'ensuite ça amène une reconstruction, un devenir, c'est plutôt quelque chose de l'ordre du mouvement, du flux, de la dynamique. Et donc ça produit des formes un peu étranges, comme des formes expérimentales, comme des sortes de pierres qui n'en sont pas, qui sont déformées. Ou alors j'aimais cette idée de chantier, qui est des choses en construction, en cours, on ne sait pas si c'est... En fait, comme une ruine, en fait, qui peut être quelque chose d'abandonné ou quelque chose qui va devenir autre chose. Donc c'est plutôt ces idées de production, construction, d'évolution. Voilà. Et même une explosion comme là, en fait, une explosion, c'est aussi une transformation, en fait. C'est juste une transformation extrêmement rapide. Mais ça fait partie de la famille des transformations. Et le marbre, c'est pareil. Le marbre, c'est une pierre métamorphique. Donc c'est une pierre... qui est en transformation permanente en fait et qui s'est transformée au fil des années. Après c'est une transformation extrêmement lente en fait, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais ça en est une aussi. Donc je pense que c'est plutôt ces processus de vie, oui aussi des processus de nature. C'est analogue un peu pareil à les processus dans la nature. Mais bien sûr il y a quelque chose d'apocalyptique quelquefois où nous avons parlé en avant de la réception ou transformation des images des photographies, parce que tu ne fais pas des copies ou des adaptations acrybiques, pour ainsi dire, mais ce sont toujours des réflexions plus libres ou des réinterprétations plus libres que seulement dessiner comme un photographe. C'était pas suffisant pour toi. On parlait de ça tout à l'heure, on ne le voit pas très bien. C'est le dessin qui est derrière, qu'on voit dans le cadre de la porte, en fait, qui est inspiré d'une photo. En fait, c'est des raies de lumière, c'est une photo célèbre qui date des années 1943, où à Los Angeles, ils ont cru qu'ils étaient attaqués par des ovnis ou par l'armée japonaise. Et en fait, toute la nuit, ils ont tenté d'éclairer le ciel, et donc ils ont pris des photos qui ont fait la une du Los Angeles Times. Et en fait, les photos ressemblent justement à des gravures de dorées ou à des eaux fortes. Elles sont assez irréelles et finalement il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé, c'est-à-dire ils ont tiré des milliers d'obus mais rien n'a été touché, ils n'ont rien trouvé. Donc c'était plutôt une sorte de cas d'hystérie ou de paranoïa collective et ensuite les photos ont été retouchées par d'autres journaux et ils ont glissé au milieu des raies de lumière une sorte de cercle blanc qui rappelle justement un ovni. Donc ils ont forcé un peu ce truc-là. Et donc là, j'ai fait plusieurs séries de grands dessins inspirés de cette photo. Et je travaille certaines fois d'après photo, mais j'ai une sorte de méfiance aussi de cette photo, d'un travail hyper réaliste qui s'appliquerait juste à refaire une photo. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas beaucoup et j'essaie plutôt d'avoir un vocabulaire qui soit parallèle au réel, en fait, qui rappelle le réel, mais qui le contourne, qui le détourne. Je pense que c'est peut-être de là qu'on peut faire naître aussi une forme de poésie, c'est-à-dire ne pas forcément coller aux choses. Donc les photos, souvent, c'est des photos mal imprimées ou que je garde sur mon ordinateur lorsque je travaille pour justement garder une distance avec tous ces documents. Mais ça, c'est une nouvelle série du coup que j'essaie de faire, de bosser d'après des coupures, des photos. Vous avez parlé aussi un peu sur le begriff de pareidolie. C'est en relation en ce qui concerne cette œuvre de marbre, je ne sais pas, c'était pas... Oh, on avait déjà vu. Ça veut dire, tu m'as expliqué que chacun, ou Oui, pareidolie, c'est une série de grands dessins, mais le dessin dont que je vous montrais tout à l'heure, que je pensais qu'il était en couleur, mais qui n'était pas très coloré. Enfin, sur la photo. Voilà, c'est celui-ci. Ça, c'est des grands dessins de 3 mètres, en fait, qui sont réalisés avec des marqueurs noirs. Il y a une trentaine de marqueurs noirs différents. Et en fait, du coup, les marqueurs noirs réagissent, évoluent avec la lumière, et en fait, deviennent colorés. Cuivrés, violets, bleus, mauves, etc.
Et en fait, la série s'appelle Pareidolie, et Pareidolie, c'est un mécanisme mental, en fait, qu'on a tous. C'est-à-dire, lorsque le cerveau se retrouve face à une forme qui n'a justement pas de forme identifiable, connue, le cerveau propose tout de suite une forme. C'est-à-dire, c'est pour ça, des fois, les gens se retrouvent devant mes dessins muraux et me disent « C'est un canard qu'il y a là-bas » ou alors est-ce que c'est l'Angleterre, ou alors que moi je ne vois pas du tout ces formes. Donc voilà, c'est un mécanisme qui daterait peut-être justement des premiers instants de vie où l'enfant, comme un truc vital, tente de reconnaître le visage de ses parents alors qu'ils sont flous. Et donc ce truc de ramener à une tête connue, en fait, du coup, marque le cerveau, et le cerveau fait ça continuellement. Et donc le cerveau se trompe aussi en me proposant des formes, du coup. Et donc voilà, la série parle un petit peu de ça au travers de ces marbres placés en symétrie qui sont inspirés des marbres de Sainte-Sophie à Istanbul, où tout le haut est décoré comme ça de pierres, ce genre. Ensuite, ça a été repris par tout plein d'hôtels, ces trucs des marbres symétriques. Ça veut dire que toujours les structures dans la nature, ou données dans les formes de nature, maîtrisées par l'homme, bien sûr, avec le marbre, les pierres coupées, etc. Mais c'est toujours une analogie quant aux formes naturelles, un peu, n'est-ce pas? Oui, c'est des formes naturelles, mais qui sont toujours dans des états un peu modifiés, un peu étranges, un peu comme des pierres fossilisées, des pierres en bois, où il y a toujours une sorte de trouble sur leur état, comme si c'était un mouvement et ils n'étaient pas stables. Voilà, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais c'est vrai que c'est un truc qui me plaît. Mais il y a aussi quelquefois des figures. Des figures, oui, c'est vrai. Mais des personnages, je ne sais pas, il y a plutôt dans les dessins sur papier, mais je me souviens d'avoir vu quelques dessins sur la galerie de Philippe Fruzog, où il y avait un mélange, une combinaison d'une montagne et d'une nuche dormante, etc., des choses comme ça. C'est vrai? Oui, il y avait des dessins comme ça qui sont un peu plus anciens, où des foules humaines en fait s'affairaient, on ne savait jamais trop ce qu'elles faisaient. Ils étaient toujours très petits, en fait, une sorte de signaux ou de fourmis. Donc il y avait une vision un peu comme ça, un peu peut-être sombre de l'humanité un petit peu, c'est-à-dire c'était des foules qui savaient pas trop, qui étaient perdues, qui ne savaient pas trop comment se comporter. Voilà. Qui reprenait un peu cette image, qui est une image un peu obsédante du monolithe aussi de 2001, avec cette scène d'ouverture, qui était un peu mon premier contact avec une œuvre d'art, c'était à travers de ce film, en fait, via la télé. Et c'est vrai que les personnages ont un peu disparu, voilà, même s'ils reviennent de temps en temps. Il y a un développement dans l'art et un changement de style, peut-être, je ne sais pas. Oui, bon, je pense... Est-ce que tu penses, je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas encore réfléchi sur un changement des formes ou des contenus, des sujets, je ne sais pas? Ben, je pense que c'est toujours un peu le même sujet qui se modifie, qui évolue, mais je pense entre les grands dessins comme ça, un peu abstraits, qui rappellent plus des peintures, et ces dessins du début qui étaient plus avec des références un petit peu dessins de presse, bande dessinée, ou des dessins un peu minimalistes. Je pense qu'il y a quand même une différence. Et en fait, le courant reste le même, mais je cherche toujours des nouvelles manières un peu de dessiner, ou comme Random, le livre qu'on a réalisé avec l'association, qui est une sorte d'histoire, mais sans personnage et sans texte, qui se déroule sur 250 pages, comme un storyboard un petit peu, comme une promenade sur une planète un peu bizarre, avec tout plein d'événements et tout. Voilà, donc en fait j'essaie de trouver tout ça, d'autres pôles des fois, même si je ne trouve pas assez pour mon goût, mais j'essaie. Peut-être une dernière question, parce que maintenant c'est... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions peut-être oui, là-bas. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique pendant que vous travaillez? J'écoute, c'est assez varié, c'est des grosses playlists, des trucs plutôt calmes pour me calmer, parce que quand je vais au boulot, des fois je suis un peu nerveux, et je sais pas, comme ça, Philippe Glass, Reich, de la folk,
Arnoulf Arnold, des minimalistes, comme ça, qui font des trucs assez planants, qui sont assez calmes souvent. Ça vous influence? Ouais, je pense, ça influence, je pense. Je pense qu'il doit y avoir une adéquation avec certains dessins, je pense. D'autres questions? Bonsoir. Je suis depuis longtemps le travail de Kader. J'ai une remarque et une question sur les marbres dont tu parles. Ça s'appelle la pose à livre ouvert. En fait, c'est particulièrement intéressant. J'imaginais que ça s'appelle comme ça. La pose à livre ouvert. Pose à livre ouvert. Ah oui, c'est bon. Voilà. Sinon, je voulais savoir où tu en étais des dessins sur les changements d'état, en fait, et notamment toutes les séries sur les visages dans les essaims d'abeilles, etc. Je ne sais pas si peut-être que vous les avez montrés au début, et je voulais que tu nous expliques un petit peu plus ce que tu fais dans ce travail. C'est vrai que l'humain a un peu disparu ces derniers temps. On le retrouve dans certaines compositions, mais là, ces derniers temps, c'est vrai un petit peu moins. Et je voudrais savoir si tu vas revenir au dessin, à ce type de dessin. Alors, c'est des dessins... Alors, c'était les visages avec les essaims d'abeilles, tu sais, les personnages avec les essaims d'abeilles. D'accord. Non, ça, c'est des dessins que je faisais il y a quelques années, qui étaient ces dessins de notes mentales dont je parlais, c'est-à-dire je prends mon stylo sur un petit format, et je note une idée d'un personnage qui passerait à travers les murs, qui disparaîtrait, envahi par une boucle de mots. Et ça, c'est des choses que j'ai mis de côté, effectivement. Les romans graphiques? Le roman graphique, random. Là, il y a une page, je crois. Voilà. Random, mais j'ai passé 6 ans, ça m'a un peu épuisé, donc j'ai peur de pouvoir en refaire. Absolument, magnifique. Merci. Mais j'aimerais beaucoup en refaire un autre, mais je suis pas sûr de trouver une nouvelle idée comme ça, un nouveau flux. Je fais des essais, mais ça prend pas encore. Merci. Je voulais savoir si le fait d'être allé aux États-Unis avait... qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu en as pensé de l'immersion là-bas, à New York? Ouais, en fait, la plupart des journées, je le passais dans le Drawing Center. Et quand je sortais, j'étais trop crevé pour aller sortir. Donc j'étais un peu dégoûté parce que j'étais à New York. Mais non, en fait, moi j'ai beaucoup aimé, c'est génial comme ville, c'est hyper bien, mais je pense que je ne suis pas resté assez longtemps pour que ça me fasse quelque chose dans mon travail ou que ça me... En fait, c'est assez... On est toujours en recherche de choses qui nous inspirent et tout, mais c'est assez rare que quelque chose... Enfin, comme je disais tout à l'heure, je travaille plutôt un peu sur les mêmes choses qui évoluent. Donc, des fois, peut-être qu'on est un peu fermé, qu'on a du mal à trouver des choses qui nous font évoluer. Mais moi, disons, c'était hyper agréable, c'était génial d'être là-bas, mais ça n'a pas forcément fait quelque chose dans mon travail, tout ça. Enfin, je sais pas si c'était par rapport au travail. L'ensemble. Non. Non, ensemble. Mais c'est sûr que si tu as passé ton temps à travailler sur place... Ouais, j'ai beaucoup travaillé sur place. Ouais. Mais pour le mural, c'était genre... Je pense que c'était la première fois que je travaillais autant. C'était 10 jours de boulot et ensuite... Ensuite, il y a tous les trucs autour et tout. Donc en fait, c'est vrai que ça laisse pas beaucoup de temps. Et après, c'est terminé. Je travaille pas. Dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Une question justement sur le processus créatif, sur comment tu travailles. Tu écoutes de la musique, mais pour t'immerger dans des espaces aussi imposants, c'est assez impressionnant. Comment tu travailles? Tu dessines, tu fais, tu projettes dans l'espace, tu fais projection numérique. Comment par exemple, pour ce projet-là, là on travaille avec une curatrice du Drawing Center, donc il fallait un projet hyper précis. Donc on a fait beaucoup de croquis, on a discuté, on avait un échange, donc c'était assez intéressant parce que souvent j'ai pas forcément cette interaction là. Souvent on est assez seul. Et après les croquis, j'ai tenté de projeter mais c'était impossible parce que l'espace était trop étroit. Et en fait j'ai commencé en bas, là où on me voit, à ma droite. C'est la partie la plus dense. Donc j'ai commencé par un mur. Souvent c'est un peu n'importe lequel, c'est un peu arbitraire. Donc j'ai commencé par ce mur et ensuite vraiment le dessin développe, c'est assez organique en fait.
Il n'y a pas vraiment de construction. Ça se fait au fur et à mesure, comme ça. Et donc là, c'est plutôt je sais pas, de 10h à 19, 20h tous les jours. Voilà. Et ensuite, quand je travaille chez moi, dans mon atelier, là, c'est un peu différent. Le matin, je vais bouquiner, chercher des idées, être plutôt avec des carnets ou faire d'autres choses. Et je vais plutôt dessiner l'après-midi. Voilà. Et ensuite, le temps de travail va progresser au fur et à mesure que la deadline arrive. Mais en gros, je peux passer une semaine, 2 semaines sans dessiner, faire d'autres choses. Je sais qu'il y a des artistes comme ça qui ont besoin vraiment d'avoir une pratique tout le temps, mais moi j'ai aussi besoin de voir des expos, de bouquiner, de faire d'autres trucs. En fait. Voilà. Ensuite, c'est plutôt le carnet, le lien en fait. Il y a toujours ce carnet-là en fait. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Merci à Abdelkader pour... Merci d'avoir toléré mon français horrible. C'est bien. Et maintenant c'est fini pour vous. Et soyez heureuse. Et maintenant comes the Drawing Prize Now Award 2016. Ok, merci beaucoup.